débattu, que vous avez pu échanger et peut-être modifier ou fait évoluer votre position de base. En tout cas, il y a un point qui m'inquiète, Anne-Sophie, c'est qu'il semble qu'on ait perdu toutes les femmes. Ah non, Anne-Sophie est là. Hein. Oui, oui. Moi, je suis obligée. Non, Laetitia est là. Oui. Et Gaëlle aussi. Oui, Je ne les bah, vois pas. Je ne Et les vois pas. Florence. Ok. Et Florence, il n'y a pas de Ludovica. micro. Je ne les vois pas dans mon Ludovica écran. aussi. Mais moi, c'était frappant. C'était dans Oui. dans l'écran d'à côté, mais je n'avais que des hommes. C'était frappant. Pardon. La Je suis technologie. rassuré. 2 écrans en même temps. Voilà. Sophie, pardon, une petite question en termes l'enregistrement, on l'arrête de notre côté ou on le continue? Parce que nous, on avait enregistré. Donc, l'enregistrement se poursuit et de toute façon, il arrivera sur ton ordinateur et sur le mien. Donc, ne t'inquiète pas. Okay. Alors voilà, maintenant que Jaime soulève le sujet, donc on enregistre non pas à des fins de publication, au contraire, mais pour plus tard nous permettre de pouvoir rédiger une synthèse des arguments et de pouvoir les charger sur la plateforme. On va pas, on va garder l'anonymat, c'est pas une question de ça, mais c'est vraiment, le débat était tellement complexe ce soir, et c'est pas mon équipe qui va me contredire, que voilà, on a vraiment besoin de garder une trace. Donc voilà. J'entends qu'il se marre. Alors, je vais proposer au rapporteur qui est prêt de pouvoir commencer en 3 minutes. 3 minutes, c'est déjà beaucoup, mais voilà, on va essayer de pouvoir résumer la position du groupe, quel est peut-être le mix énergétique qui a été discuté dans son groupe. Je vois que Jérémy Dany est prêt. Je te laisse la parole. Si tu voilà, j'active mon micro. Donc très brièvement, il y a un certain consensus qui a émergé dans notre groupe, qui est donc en tout cas de dire qu'on est favorable à une prolongation du nucléaire, mais aussi à plus long terme à ce que le nucléaire contribue à un mix énergétique qui nous permette de continuer à bien vivre durant ces prochaines décennies. Maintenant, il n'y a pas non plus une vision idéalisée du nucléaire, etc. L'idée, c'est clairement que tant qu'on ne peut pas en faire sans, on devra utiliser le nucléaire. Le slogan, c'était un peu de dire on n'est pas pour le nucléaire parce que c'est du nucléaire, mais on est contre, en tout cas, le fait de le remplacer par du gaz. C'est quelque chose qui est tout à fait à contre-courant des enjeux actuels. Donc, il y a une vraie nécessité de prolonger le nucléaire. Il y a aussi une certaine crainte bien de voir nos émissions de CO2 augmenter avec des conséquences dramatiques du réchauffement climatique. Pour après 2050, on peut espérer disposer d'autres technologies, soit non nucléaires, mais aussi nucléaires qui nous permettront de pouvoir nous alimenter en énergie de manière encore beaucoup plus efficace qu'actuellement. Hein. On évoque notamment la fusion nucléaire, mais aussi l'émergence des réacteurs de génération 4, hein, notamment les Small Modular Reactors. Et donc tout ça peut aussi, à plus long terme, être une vraie solution de sécurité d'approvisionnement, mais aussi de réponse à l'enjeu climatique. Alors, sur le court terme, donc, il y a évidemment le réchauffement climatique. On ne doit pas attendre 2050 pour arrêter nos émissions de CO2. C'est quelque chose de cumulatif et donc on doit continuer et accélérer le processus de réduction. Et donc, vouloir allumer des centrales au gaz à court terme, c'est tout à fait aberrant compte tenu du fait que ce qui sera émis par nos centrales au gaz durant ces 15-20 prochaines années, eh bien, c'est quelque chose qui va s'additionner au capital carbone qui se trouve dans notre atmosphère. Autre argument, c'est le confort. Donc, certains membres du groupe refusent de voir notre société reculer, faire marche arrière. Certains évoquent même le risque de voir notre civilisation régresser, d'avoir un certain retour de l'esclavagisme, en ce sens que c'est grâce à l'énergie fossile, mais aussi nucléaire, qu'on a pu réduire nos besoins
un travail manuel, hein, et que donc ça a aussi permis à l'homme de s'émanciper, de se libérer. Il y a aussi un enjeu géopolitique, c'est que le fait donc, de dépendre du gaz fait qu'on va dépendre de la Russie, de la Turquie, des USA, encore d'autres pays. Est-ce que voilà, c'est quelque chose qui fait sens sur le plan de notre stratégie internationale? Un autre argument, c'est que qui dit fin des énergies fossiles, c'est quelque chose dont on sera contraint d'ici quelques années, quelques décennies, dit aussi qu'on va devoir massivement électrifier notre société, et même l'industrie devra faire au minimum par rapport à sa consommation d'énergie fossile. Elle devra donc aussi utiliser l'électricité beaucoup plus qu'aujourd'hui pour remplacer les énergies fossiles ou utiliser de l'hydrogène. Or, l'hydrogène est produit par l'électricité. Et donc, ces énormes besoins en électricité, on va devoir trouver une manière de pouvoir s'en approvisionner, et donc le nucléaire est quelque chose d'indispensable. Alors, il y a eu un long débat sur la sobriété. Est-ce que la sobriété énergétique est une solution, une alternative au nucléaire? On est arrivé à la conclusion que la sobriété ne permettra pas de remplacer le nucléaire, on en a besoin, mais ça peut être effectivement quelque chose de complémentaire, même si tout le monde n'était pas d'accord là-dessus. Certains trouvent que la sobriété peut être dangereuse pour notre démocratie, parce que si on impose, par exemple, une réduction de notre consommation par un délestage obligatoire à certains moments de la journée, ou par de nouvelles obligations imposées aux citoyens, eh bien, c'est à nouveau un recul de nos libertés, de notre niveau de vie. Et puis par ailleurs, si on utilise plutôt le signal prix, c'est-à-dire augmenter le tarif à certains moments de l'année et à certaines heures de la journée, on va encore renforcer la fracture sociale entre ceux qui ont des revenus, ceux qui n'en ont pas, et donc ce sont surtout ceux qui n'en ont pas qui seront obligés de devoir réduire leur consommation et pas les autres. Attention aussi à l'effet rebond, c'est-à-dire que la sobriété énergétique est indispensable pour, en tout cas ceux qui étaient pour, parce que le fait de renforcer notre efficacité énergétique peut éventuellement pousser certains consommateurs à consommer beaucoup plus d'énergie. On a donné l'exemple de la 5G, et donc on doit quand même pouvoir faire attention à la sobriété énergétique, penser qu'on va continuer à démultiplier nos besoins énergétiques ad aeternam est quelque chose qui, pour certains, mais pas tous, est à prendre en considération. Donc attention au prix aussi du kilowattheure. Et puis un dernier élément qui a été évoqué, c'était évidemment la cogénération, l'efficacité énergétique, continuer à investir dans des équipements et des logements beaucoup plus sobres, beaucoup plus efficaces sur le plan énergétique. Et puis un dernier élément qui a été évoqué et qui est vraiment intéressant, c'était sur l'aspect de la transparence du secteur et d'une meilleure ouverture aux citoyens. Donc, on a évoqué le fait que aujourd'hui, c'est un secteur qui a son gendarme aussi, l'Agence fédérale du contrôle nucléaire, qui fait bien son travail, mais l'opinion publique perçoit un peu le secteur comme quelque chose d'étranger, de fermé, avec des acteurs qui se connaissent, et ne comprend pas très bien finalement en quoi les choses sont bien contrôlées. Et donc une solution qui est venue et qui semble quand même réunir une grosse partie du groupe, c'était de créer une sorte d'assemblée citoyenne qui pourrait soit en amont être formée pour bien comprendre les enjeux, le fonctionnement du secteur, etc., et qui pourrait à terme prendre des décisions ou jouer aussi un rôle de contrôle citoyen. Et donc, étant donné que les citoyens qui seraient membres de cette commission ont plus de crédibilité aujourd'hui que le monde politique, où il y a une certaine défiance de la part des citoyens, eh bien, ça permettrait de pouvoir aussi restaurer une certaine forme de confiance. Et puis, on a rappelé qu'il y avait quand même pas mal de choses qui existaient déjà pour tenter de relier citoyens et secteur nucléaire. C'était donc notamment une initiative qui s'appelle Horizon 2038. Il y a aussi un site de l'FCN qui existe et qui est assez bien fait et qui permet aussi de pouvoir expliquer en quoi la sécurité des citoyens est assurée. Donc voilà, en gros, ce que je souhaitais dire. J'ai probablement oublié certaines choses, mais voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux pour résumer ce débat très intéressant, mais combien complexe.
Merci Jérémy pour ce résumé très complet, et pour les idées aussi, pour ce qui est sorti de créatif. J'inviterai les rapporteurs suivants à peut-être passer rapidement sur ce qui a déjà été dit par Jérémy et voilà, peut-être insister un peu plus sur les différences, les aspects complémentaires. Alors, est-ce qu'il y a un rapporteur? Je ne vois que la moitié des personnes sur mon écran, donc n'hésitez pas. Ah oui, David. Oui, donc on voit bien que le débat est très complexe, donc je vais essayer de respecter les 3 minutes que Jérémy, a outrepasser, sinon je pense qu'on pourrait en parler des heures. Donc voilà, nous, disons, dans notre groupe, on est plus ou moins, nous sommes dans la même lignée un peu de ce que Jérémy a mentionné préalablement. C'est que aujourd'hui, notre société de consommation et nos futures sociétés de consommation vont faire que l'énergie et l'électricité va être un facteur primordial dans l'avancement de notre société, que ce soit le passage de la voiture électrique, que ce soit différentes choses, l'utilisation, que nous avons tous de nos GSM, parce que je pense qu'un GSM avec des panneaux photovoltaïques n'existe pas encore, malheureusement. Donc, on est vraiment en phase et on a de toute façon conclu que dans les années qui viennent, ce besoin en énergie ou en électricité risque de doubler. Donc ça, c'est une analyse que l'on a tous fait et dans laquelle on était tous cohérents et on était tous en phase par rapport à ça. Un deuxième élément qui était important aussi, c'est le point de vue de la recherche, et je dirais la recherche fondamentale. C'est qu'aujourd'hui, on a une image de la société nucléaire ou même de la société de l'énergie alternative, qui est celle d'aujourd'hui, mais cette image, elle est un peu tronquée dans le sens où il y a toute une série d'autres choses qui existent et qui sont mises en place aujourd'hui et qui malheureusement, à cause, de médias, peut-être de manque de clarté ou de transparence de certaines personnes ou de certains modes de communication ne sont pas mis en avant. Donc, nous, on voulait vraiment insister sur le fait que, justement, il y a toute une série d'autres alternatives, comme ce qu'on appelle le projet MIRA, qui est un gros projet dont la Belgique est, l'instigatrice, parce qu'il faut savoir aussi que nous sommes, on va dire, un des piliers, on peut dire, on est un des piliers des vaccins, hein, quand on voit ce qui se passe dans le monde, la plupart des vaccins sont fabriqués en Belgique, il ne faut pas l'oublier. Mais d'un point de vue, de l'énergie nucléaire également, nous sommes un des leaders mondiaux. Il faut savoir que la Belgique est un des leaders mondiaux. Donc, on produit 30% des radioisotopes dans le monde. Donc, toutes ces informations-là, les gens ne connaissent pas. Et outre le fait de l'aspect énergétique, produire des radioisotopes, c'est un peu le projet, MIRA, qu'on ne va pas expliciter ici, mais voilà, certaines personnes ont des connaissances pour expliquer, se cachent aussi des choses, notamment dans la recherche et dans l'aspect médical. Il faut savoir quand vous passez, la médecine nucléaire, et tout le nucléaire a aussi une importance dans le milieu médical. Donc moi, je suis pharmacien et c'est un peu un débat qui a aussi ouvert toute une série de tendances entre ingénieurs, pharmaciens et d'autres personnes. C'était de dire que le nucléaire a aussi son importance dans d'autres liens. Et notamment, on voit qu'aujourd'hui, environ 40 millions de personnes à travers, l'Europe, sont diagnostiqués, parce que c'est bien sûr une méthode de diagnostic, c'est médecine nucléaire, et qui sauve des vies, parce que fatalement, on va très fond dans cette recherche fondamentale. Et pour terminer par rapport à ça, et j'insiste, c'est que ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on connaît aujourd'hui, est extrapolable à d'autres choses qui vont évoluer et qui sont en train d'évoluer. Et donc, les idées préconçues de se dire le nucléaire, il est là, oui, mais les risques, si ça explose, on va tous y passer, etc. Il y a des alternatives. Les alternatives sont là, mais elles ne sont pas assez expliquées ou montrées par rapport à ça. Et pour terminer par rapport à l'autre point, qui concerne les énergies renouvelables, intermittentes, non intermittentes, etc., il est clair qu'on atteint une limite.
je veux dire, on est tous conscients, 2025, 2030, 2035, c'est demain. Donc, je veux dire, on n'y arrivera pas. Et donc, investir aussi dans ce type d'énergie, oui, on peut investir, mais tout ça aussi est lié à une géopolitique de chaque pays. Ce qui se passe au sud de l'Espagne, un ensoleillement, ou au sud de l'Italie, n'est pas la même chose qu'en Finlande ou en Russie. Vous avez des grands vents où on peut faire des grands parcs éoliens. Voilà. Et un dernier point, qui est un peu un point d'actualité, c'est que comment va-t-on financer tout ça? C'est que finalement, se lancer dans des constructions de centrales au gaz, se lancer dans toute une série, je veux dire, d'aides publiques peut-être, et on voit bien ce qui se passe aujourd'hui avec les panneaux photovoltaïques, encore aujourd'hui dans les éditions médiatiques, ce qui s'est passé et ce qui se passe. Finalement, c'est toute la population aussi qui doivent payer au bénéfice de certaines personnes qui aujourd'hui, malheureusement, ont dû faire volte-face à cause de décisions qui avaient été prises par certains partis. Je ne mets pas le doigt que sur un seul, parce que tout ça a été conditionné par d'autres partis aussi. Et donc, voilà, grosso modo, voilà un peu de manière, par rapport à ce qui a été dit par Jérémy avant et par rapport à notre groupe, voilà, la continuité un peu de ces différents points. Merci beaucoup pour le partage. J'en profite pour dire que voilà, on fait les rapportages pour l'instant. Peut-être qu'un espace débat aura lieu après les rapportages si on veut continuer, mais de manière à ne pas prendre en otage une personne. Voilà, j'invite le prochain rapporteur à venir partager. Je vois qu'Arnaud Devreux lève la main. Et tu as la main. Oui, parfait. Et ben donc, on arrivait aussi à peu près aux mêmes conclusions dans les grandes lignes que les autres groupes, en tout cas plutôt favorables au nucléaire. Donc, on est plutôt parti plus sur l'aspect technique et de quoi faire concrètement. Donc, d'abord, concernant les vieilles centrales nucléaires, qu'est-ce qu'on peut en faire? En fait, si on écoute les experts en dehors des idéologies, en fait, tous les risques, tous les accidents qu'on a eu avant pour le nucléaire sont complètement surévalués comparés aux dangers des autres sources d'énergie, excusez-moi. Donc il y a beaucoup plus de dangers avec du charbon, par exemple, qu'avec du nucléaire. Nos centrales sont peut-être vieilles, mais elles sont toujours sûres. Il faut sortir de la tête qu'elle n'a pas changé en 50 ans. Les pièces sont régulièrement modifiées, remises à jour, corrigées, et la technologie s'améliore. Ce n'est plus les mêmes centrales qu'il y a 50 ans. Et même des centrales plus vieilles que les nôtres et avec des technologies inférieures sont toujours d'application dans des pays qu'on va juger comme civilisés. Donc, par exemple, aux États-Unis, il y a des centrales plus vieilles que les nôtres qui, elles, sont prolongées encore pour 80 ans. Et donc, parler ici, et même les micro-fissures, en fait, elles ne sont pas apparues avec l'évolution de la centrale. Elles s'étaient depuis le début, c'est juste que maintenant, on les mesure. Et donc, en fait, il n'y a aucune raison de vouloir précipiter aujourd'hui la fin de nos centrales nucléaires. D'autant plus qu'elles sont indispensables pour avoir un apport d'énergie cohérent en Belgique avec le minimum de fossiles. D'autant plus que si jamais on veut avoir moins d'évolution de production de gaz à effet de serre, il faut que la part d'électricité dans le mix d'énergie globale augmente. Pour l'instant, on n'utilise que 20% de l'énergie globale par de l'électricité. Donc, ça va évidemment être augmenté. Et donc, pour ça, il faut produire beaucoup d'énergie électrique. Et donc, pour ça, il faut du nucléaire. Ensuite, pour l'avenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut, dès aujourd'hui, planifier de nouvelles centrales nucléaires. Planifier pour que dans 10 ans, la Belgique ait des centrales nucléaires plus performantes, plus sûres, avec des meilleurs rendements, des technologies beaucoup plus récentes, et qu'on soit prêt pour le jour où, rien n'est éternel, nos centrales actuelles vont quand même devoir un jour s'arrêter, et donc il faut planifier le futur en sortant des idéologies, faire attention au gaspillage, mais avoir vraiment une vision globale et vers le futur, et pas se dire on va arrêter parce qu'on a peur et on verra après. Voilà, donc il faut planifier, faire confiance aux experts,
faire un énorme, évidemment, effort de communication dans l'opinion publique parce que beaucoup de gens sont désinformés par des lobbies de toutes sortes. Voilà. Et évidemment, on a quand même mis le point sur, évidemment, il faut aussi faire attention au gaspillage, évite une sobriété, mais pertinente et pas juste arrêter pour arrêter, mais vraiment avoir une vision globale, construite, qui va vers l'avenir avec vraiment un plan cohérent pour la Belgique pour les 20, 30, 40, 50 années à venir. Voilà. Merci pour l'explication qui était très claire. Voilà, j'invite le rapporteur suivant à vouloir s'exprimer. Je cherche des mains levées. Ah, alors, je vois Joël, voilà. Mais Joël, donc pour mon groupe, nous n'avons pas eu de consensus. Donc, nous avons l'honneur d'avoir un tandem, si je puis dire, avec Joël, qui va représenter l'avis plutôt pour. Et puis alors, François, si tu veux bien partager après l'avis un peu plutôt contre. Voilà. Joël, à toi. Oui, donc on a commencé par relativiser le confetti électrique belge par rapport au CO2 et au climat. Donc il faut savoir que 80% de l'énergie mondiale, elle est fossile et que le plus grand consommateur de fossiles, ce sont les centrales électriques au charbon. Donc le problème mondial du CO2, c'est d'abord les centrales électriques au charbon. Ça a été confirmé par les participants. Un deuxième point, c'est qu'on a fait un inventaire assez technique des forces et des faiblesses des non renouvelables, de l'éolien, du photovoltaïque, du nucléaire, vraiment des personnes de qualité dans le débat qui connaissaient très bien le sujet avec les limites et les avantages et les inconvénients de chaque système. Ce que je voulais quand même dire, c'est que dans cette problématique, on a quand même un problème de chiffres, et notamment dans les débats entre techniciens et non techniciens, c'est extrêmement compliqué parce que on ne parle pas des mêmes chiffres. Si on parle de 80%, on parle de 80% de quoi, etc. Donc, on a quand même dans ce débat sur l'énergie et le climat une grosse problématique de chiffres et de qualité de communication entre les différents interlocuteurs. On a insisté dans le domaine technique sur le savoir-faire belge. Donc, c'est important de le dire que notamment le nucléaire et sa prolongation, on a une filière nucléaire qui a été très robuste jusqu'à quelques années. Il faut qu'elle soit pérennisée si on veut continuer, puisque comme la modératrice l'a dit, nous n'avons pas un consensus complet avec quand même une majorité qui prônait la poursuite du nucléaire, mais on va citer l'avis contraire aussi. En fait, l'avis contraire, si je peux le résumer, c'est surtout une forme de défiance, d'un manque de confiance, de crainte dans ces techniques et sur leur futur. J'ai oublié de dire qu'on a aussi beaucoup parlé des nouvelles installations nucléaires qui offrent quand même des perspectives intéressantes en termes de consommation, de performance, de génération de déchets, etc. Et donc, l'argument qui a été opposé contre le nucléaire, c'est un peu la crainte de systèmes trop complexes et pour lequel il y a toujours une fragilité humaine qui peut toujours, à un moment ou un autre, causer un accident. Enfin, je laisserai le duo compléter ce que je viens de dire. Enfin, on a parlé un peu aussi de sobriété, un peu en fait débat, un peu trop peu. Mais enfin, moi, je pense qu'il faut quand même signaler que la sobriété, c'est d'abord un problème de riches. Il n'y a qu'en Europe occidentale qu'on parle de ça et où on pense que ça va résoudre le problème. Il faut voir ça au niveau mondial et au niveau de la consommation énergétique mondiale. Quand on a plus de 2 milliards d'êtres humains qui sont obligés de sortir de chez eux pour faire leurs besoins parce qu'ils n'ont pas des toilettes chez eux, parler de sobriété, c'est un peu délicat. Donc, c'est vrai qu'il faut parler pour nous, il faut être plus efficace, mais la consommation d'énergie mondiale, elle ne peut que, si on veut briser les inégalités, elle ne peut qu'augmenter parce que l'énergie permet d'acquérir le bien-être matériel indispensable. Voilà. Merci, Joël. C'est Clément, François, c'est ça? Voilà, oui. François, est-ce que tu veux compléter? Oui, juste deux petites choses très rapidement. Donc, effectivement, il n'y a pas consensus chez nous au niveau du mix énergétique puisque la part du nucléaire, elle est de 0 à 75%.
Mais ce que je retiens, c'est ce qu'on mettait dans les 25% restants, c'est-à-dire ce qui faisait consensus, et notamment, d'après Jacques Marlot, 10% d'hydroélectricité. Et il nous disait comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire avancer le projet d'extension de la centrale de Caux. Tout à fait. Voilà, merci pour, en tout cas, de terminer sur une question ouverte. Alors, prochain rapporteur, ce sera qui entre Quentin et Laurent? Quentin, tu y vas? Okay. Merci Anne-Sophie. Oui. Alors bon, dans notre groupe, effectivement, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, mais globalement, on était effectivement tous dans un consensus pour l'utilisation du nucléaire et l'utilisation non seulement de prolonger les anciennes centrales, de construire des nouvelles, tout en développant un mix énergétique qui, pour différentes raisons, un peu pas mettre tous ses œufs dans le même panier, inclurait évidemment des énergies renouvelables. Mais apparemment, donc il y a déjà des calculs qui ont été faits sur la proportion idéale du nucléaire. On a parlé de 55% à un moment, mais enfin bon, ça, on ne s'est pas trop attardé là-dessus parce qu'on était plus ou moins d'accord. On déplore les décennies de diabolisation qu'il y a eu par rapport au nucléaire, et tout le monde est d'accord pour dire que l'opinion publique n'est pas du tout au fait des valeurs réelles, et il y a beaucoup d'émotions et pas beaucoup de rationnel dans l'opinion par rapport au nucléaire. Je ne vais pas revenir sur les déchets, on en a parlé. On a parlé du danger qui finalement est très faible. On a quand même mis une nuance. Oui, il est très faible à certaines conditions. C'est les autorités de sûreté efficaces, des contrôles réguliers, et aussi tout le problème de la transparence, parce qu'on se rend bien compte que ce n'est pas juste une population ignare, mais c'est aussi le problème que des associations, de temps en temps, dénoncent des faits réels, ou qu'il y ait des problèmes réels qui sont appris par la population, et tout à coup, ça génère une méfiance. Donc, à ce niveau-là, plus de transparence, plus de l'éducation, ça pourrait permettre à la population de comprendre pourquoi le nucléaire est indispensable. Alors, il y a la question... il y a eu la question des nouvelles technologies, où une participante surtout a mis le haut là en disant « on ne les a pas encore, ces nouvelles centrales ». On a avancé des dates qui sont quand même optimistes. Il y a une difficulté de maintenir des recherches, il y a une difficulté liée au prix, il y a une difficulté politique de court-termisme. Et on l'a vu par exemple en France, il y a eu beaucoup de problèmes à cause d'une perte du savoir-faire dans la recherche nucléaire. Et ça, il ne faudrait surtout pas que ça arrive en Belgique, et donc il faut continuer de faire de la recherche dans le nucléaire pour ça. On a quand même dit que le nucléaire, c'était un détail dans la transition énergétique et qu'il fallait des politiques beaucoup plus globales. On a parlé aussi de la sobriété, et là, on n'était pas tout à fait d'accord. Donc, on est d'accord qu'il ne faut pas réouvrir 100 centrales pour continuer à se consommer. Je cite un participant. On ne peut pas non plus obliger la population à ne pas consommer, à consommer très peu. Donc, il faut éduquer, etc., à la consommation. Selon certains, parce que la sobriété, tout le monde est un peu d'accord avec le concept, mais selon certains, il faudra d'office une perte de confort, et selon d'autres, il faudra un peu une optimisation, il faudra des logements qui consomment moins d'énergie, etc. Il y a quand même aussi cette constatation que la consommation énergétique dans le monde, elle a toujours augmenté, elle va continuer à augmenter. Peut-être un peu pessimiste, mais apparemment on n'est pas les seuls à voir ça. Des politiques complémentaires pour diminuer les besoins, la consommation, à côté d'améliorer la production, c'est les logements plus sobres, évidemment, et l'utilisation de pompes à chaleur. On a insisté là-dessus, qu'on n'utilise pas du tout assez. Il y a eu aussi la question des transports en commun, etc. Il y a eu un débat qui est né
à la fin des échanges sur la compétitivité versus la sobriété. Donc là, il y a la question de rester compétitif avec la consommation d'électricité. On a peur que si on veut diminuer la consommation, on sort du modèle compétitif et on va se retrouver complètement en arrière dans l'industrie, dans tout. Et là, il y en a qui sont plus pour dire prenons ce risque et développons des secteurs liés à la transition, changeons les indicateurs économiques par des indicateurs plus liés au bien-être, etc. Et d'autres qui sont plus frileux sur ce sentier-là, on va dire. On a aussi parlé de souveraineté et de surpopulation, mais voilà, pour essayer de le maintenir court. Le timing. Merci beaucoup. Et Laurent, du coup, on t'offre la primaire de pouvoir conclure. Pardon. Je ne sais pas si c'est moi qui fais peur au chien. Voilà, merci Anne-Sophie. Mais je n'ai pas en fait énormément de choses à raconter parce que tout notre groupe me semble avoir été extrêmement concordant avec les grandes lignes qui sont apparues. Donc, la vision 2050, c'est une société beaucoup plus électrifiée. Ce qui passe à part pour une personne, ça passe par un mixte. Donc, il y avait une personne qui espérait qu'à l'horizon 2050, on pourrait se contenter des énergies renouvelables. Et les autres pensaient que le nucléaire resterait absolument indispensable, non seulement pour des questions climatiques, mais aussi pour des questions d'approvisionnement et de sécurité d'approvisionnement, et notamment parce que dans un monde où l'énergie serait raréfiée à cause de la décarbonisation, chacun serait d'abord, on serait dans une situation de chacun pour soi, en situation de crise. On l'a vu avec les vaccins, on l'a vu avec les masques, etc. Et donc, on ne peut pas simplement compter sur l'importation d'autres pays. Sur l'hydroélectricité, là, le sentiment était que, dans le groupe, était que c'était plutôt quelque chose qui avait été surinvesti au niveau européen, qu'il ne fallait pas tellement croire que ça pouvait être une source d'énergie, parce que la rentabilité de l'énergie hydroélectrique est trop faible. Il faut trop d'énergie pour la créer. Par contre, il y avait des solutions peut-être pour décarboner des industries qui aujourd'hui déjà fonctionnent avec de l'hydrogène. Mais ce n'était pas vraiment un élément prépondérant du futur mixte énergétique. La société de 2050 est aussi une société quand même moins gourmande en termes d'énergie, à la fois pour des questions d'efficacité et puis pour des questions de sobriété. Et c'est l'équilibre, comme dans les autres groupes, c'est l'équilibre entre la production d'électricité et la sobriété notamment, qui distinguait un peu les uns et les autres, mais dans des tonalités relativement restreintes. Il y avait quand même un large consensus, même si certains insistaient davantage sur la sobriété, d'autres pensaient que ce n'était pas réellement généralisable, si ce n'est dans des secteurs spécifiques. Parfois des petites nuances aussi de savoir si cette sobriété devait être accompagnée par un signal prix, mais est-ce que ce signal prix, comment on allait l'accompagner socialement? Donc là, il y avait parfois aussi des nuances, mais pas de grande opposition. Mais en tout cas, la conviction que généraliser la lutte contre le réchauffement climatique grâce à la sobriété, finalement, demanderait un changement culturel à court terme extrêmement important qui serait en fait totalement impossible à produire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas défendre cette sobriété, mais l'imposer, la généraliser serait antidémocratique. Et quelque part, l'expérience de cette année-ci, la difficulté du confinement, le sentiment de restriction des libertés, étaye sans doute cette idée que c'est de l'ordre de la fusion culturelle, si je puis dire, comme l'espoir d'une fusion nucléaire est un espoir peut-être de très long terme, mais un changement culturel en profondeur qui serait la réponse à la lutte contre le réchauffement climatique. La solution, ça peut être un des éléments d'une réponse plus complète, mais ça ne peut pas être la seule solution. À court terme, là, il y avait consensus. Même ceux qui espèrent pouvoir se débarrasser du nucléaire à long terme, à court terme, sont convaincus qu'il faut prolonger et qu'une transition par le gaz, ce serait une très mauvaise idée, notamment parce que les déchets carbone sont en fait encore pires et encore plus dangereux que les déchets nucléaires. Et aussi une insistance, comme dans d'autres groupes, sur l'importance de conserver l'expertise. On a dit beaucoup d'autres choses, mais j'ai l'impression que ça rejoignait largement ce qui a été dit dans d'autres groupes, et donc il n'est pas forcément nécessaire de le répéter. Voilà.
Merci à tous en tout cas. Je ne sais pas s'il y a des réactions. Dans mon groupe, j'ai déjà insisté, mais je ne sais pas si ça a pu être fait dans d'autres, sur le fait que nous allons tout consigner sur la plateforme ilferabeaudemain.team. Il y a pour chacun des matchs que nous avons lancés, il y a la possibilité de voter. C'est vraiment très important pour nous, pour avoir une indication des décisions qu'on va prendre dans le futur mouvement, pour pouvoir argumenter quand nous allons faire la synthèse, pourquoi est-ce qu'on a fait certains choix plutôt que d'autres. Donc, c'est vraiment important que vous donniez votre tonalité. Alors ici, pour l'instant, les votes sont majoritairement dans le sens de l'atelier, mais peut-être que ça va encore évoluer dans les prochaines semaines. Donc, si vous n'avez pas encore voté sur notre plateforme, je vous invite à le faire. Je vais mettre, Quentin, je ne sais pas, peut-être peux-tu mettre le lien dans la conversation pour que vous puissiez cliquer sur ce lien, allez voter. Il suffit de vous inscrire parce qu'on vous demande une inscription, mais vous pouvez mettre un pseudonyme si vous le souhaitez. J'ai déjà insisté là-dessus pour le lien dans le chat. Voilà, le lien dans le chat. Comme ça, nous avons une visibilité vraiment d'une prise de pouls parmi les personnes qui s'intéressent au processus IlForAbo, de la direction dans laquelle vous souhaitez que l'on aille. Lors des arbitrages en interne, on pourra s'appuyer sur ce thermomètre que représentent les votes sur la plateforme. Voilà, est-ce que quelqu'un dans un des groupes a le sentiment que les rapports ont oublié quelque chose ? Guy, peut-être. Ton micro, Guy. Ton micro est coupé. La phrase sur ma conclusion, je voulais donner ma conclusion du débat, c'est que le vieux CDH, dans le cadre d'IlForAbo demain, devrait abandonner la position rapportée encore ces dernières semaines que le CDH pense qu'il faut prolonger le nucléaire dans l'état actuel des choses, mais qu'il faut l'arrêter le plus vite possible. Et là, je pense que c'est une fleur faite vis-à-vis de la peur des citoyens. Et cette peur, eh bien, IlForAbo demain devrait la faire disparaître par l'information. Le public manque largement d'informations. Il y a un devoir pour un nouveau parti d'information et ne pas être à la traîne de ceux qui font leur beurre sur la peur des citoyens. Ok, IlForAbo demain n'est pas tenu par les positions actuelles du CDH, justement. Le but d'IlForAbo demain, c'est d'interroger, de bousculer comme ces positions. Et donc, on relayera cela et on verra quelles seront les décisions finales. Si on va dans le sens que tu proposes et qui est effectivement nourri par cet atelier, en tout cas, ce sera l'occasion de challenger fortement la position que le CDH défend actuellement. Joël ? Oui, je voulais renforcer la position de Guy en disant que le CDH ou le futur parti qui remplacera le CDH a l'occasion d'avoir une position différenciante sur l'énergie et le climat qui est extrêmement intéressante par rapport à ce qu'on vit actuellement et par rapport à la position des différents partis politiques. Donc, je pense qu'il faut avoir ce courage d'une position différente et pour lequel on a vu d'ailleurs, moi je l'ai exprimé dans mon groupe, que l'aspect humain est important avec les compétences, la création de confiance avec le citoyen, etc. Donc, tout ça a une base assez humaniste pour un problème très technique et que le CDH a toute sa place dans ce débat. Ok. David, et puis Monsieur voilà, Oui. Voilà, comme l'a dit Guy et comme l'a dit Joël, je pense que le maître mot ici est vraiment transparence. Et je pense qu'il faut jouer sur ce point-là. Prenons le cas des vaccins aujourd'hui, qui est vraiment l'exemple, si on devait comparer avec quelque chose qui existe aujourd'hui, c'est vraiment ce manque de transparence, de vulgarisation qui pourrait aider à la population à mieux comprendre et d'être factuel. On parlait tout à l'heure, donc le premier intervenant, je pense que Jérémy, a mis le point sur justement un manque de clarté quant aux données, aux data existantes parmi le groupe. Mais voilà, je suis un peu en opposition de ça parce que les data, elles existent.
vous allez dans différentes sources à ce niveau-là. Les datas, elles existent. Nous, on a parlé entre nous, on sait, enfin, dans notre groupe, disons que les chiffres que chacun avançait étaient en adéquation avec les chiffres que les autres avaient. Donc, je veux dire, ces datas-là, elles existent. Et il faut mettre en avant, via cette transparence, ces chiffres, ces données, et justement dans ce nouveau, je veux dire, esprit du parti et de transparence, mettre en avant, tout en mettant sur le fait que derrière cela, bien sûr, se cache une volonté de pouvoir changer aussi des choses, mais que ces choses-là ne pourront pas se faire matériellement, économiquement, socialement, dans un délai aussi court que l'avait prédit, je veux dire, notre ami M. Verhofstadt, hein, qui a quand même lancé ça à la base. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un point crucial qui doit être vraiment mis sur la table, et c'est par ce chemin-là qu'on arrivera à avoir cette ouverture d'esprit et d'éducation vis-à-vis de la population. Voilà. Oui, Michel Géaud. Voilà, je m'interroge, enfin je suis d'accord avec les 3 derniers intervenants, je m'interroge sur le timing. La sortie du nucléaire, elle est pratiquement consommée. On imagine mal que la question du CRM, enfin des rémunérations de capacité de gaz échoue. Donc, ça va vraisemblablement se faire, à moins que la NVA puisse vraiment faire un grand éclat. Donc, on est trop tard pour la sortie, on est trop tard. Je pense que c'est fait. Par contre, pour la rentrée, il est peut-être temps, parce que la rentrée, elle va prendre du temps. Quand on voit le temps qu'a pris la sortie, depuis Verhofstadt, Deleuze jusqu'à aujourd'hui, ou au mois de novembre de cette année, et voilà, c'est très long, hein, c'est très long. Et donc, la rentrée, ça sera très long aussi. Et pour obtenir la rentrée, il faut absolument qu'on développe la communication. Vous devez savoir que pour des gens comme moi, les médias sont fermés. Il n'y a pas moyen de publier un article positif sur l'énergie nucléaire dans un journal. C'est pratiquement impossible. Et il y a une certaine logique à ça, évidemment. Ce sont les journalistes qui choisissent les personnes auxquelles ils demandent un avis ou un article. Ils n'aiment pas qu'on leur propose des articles. Ils n'aiment pas ça. Et donc, on a très, très difficile à avoir accès aux médias. Et donc, si dans le cadre du mouvement que vous développez, il y avait moyen d'avoir des débats démocratiques où des avis divergents puissent s'exprimer, et dans un cadre qui soit pacifique, qui ne soit pas irrespectueux, etc., ben ce serait un très grand bond en avant. Merci Michel. Vincent? Oui, donc moi je rejoins assez bien cette idée de faire participer des citoyens. Il y a d'ailleurs tout un groupe de travail qui a mis en place déjà plus ou moins une procédure assez concrète de mise en place d'un parlement citoyen. Et ça permet vraiment de légitimer, d'évincer d'un côté aussi le pouvoir des lobbies, parce on a parlé dans notre groupe du pouvoir des lobbies du gaz, qui aurait peut-être bien influencé, qui a peut-être sûrement joué son rôle dans tout ça aussi. C'est beaucoup plus difficile de corrompre par des lobbies une assemblée citoyenne d'une centaine de personnes. Il y a déjà des processus qui sont écrits, qui sont plus ou moins mis en place, donc si l'un ou l'autre parti est intéressé, c'est pas forcément... dans un premier temps, vu que ça ne fait pas partie ni de la Constitution, ni de la législation belge, ça n'aurait probablement pas de valeur comme ça, mais ça aurait certainement une valeur médiatique. Et je pense qu'on sait tous quand même que l'opinion publique relayée par les médias a quand même une influence sur les politiques. Et voilà, ça permettrait d'avoir un travail un peu plus sérieux, un peu dans le style de l'Assemblée citoyenne en France,
pas juste polariser l'avis en demandant à des personnes comme moi qui n'y connaissent rien, t'es pour ou contre le nucléaire, point, oui ou non, quoi. C'est plus compliqué que ça demande du travail, ça demande de l'information et ça permet d'avoir un groupe de personnes tirées au sort, représentatif de la population, qui permettent de légitimer une décision, qui soit un peu plus informée, etc., quoi. Ce serait une grosse évolution démocratique et je pense que dans le contexte actuel, on a besoin d'une évolution démocratique, en tout cas pour légitimer certaines décisions. Autrement, on est parti vers des conflits sans fin, quoi. Que ce soit pour le nucléaire ou pour d'autres choses, hein. Merci Vincent. Et pour réagir juste à ce que tu dis et ce que Michel disait juste avant, donc en tout cas c'est bien notre objectif à nous de chercher à justement ouvrir de tels espaces de débat non polarisés, pacifistes et contradictoires dans la mesure du possible. Et on espère que vous avez pu aussi observer cette volonté dans l'atelier de ce soir. Et à la base, au lieu d'avoir un atelier en Zoom avant qu'il y ait le confinement, l'idée était d'avoir une assemblée citoyenne sur plusieurs journées. Mais voilà, on ne pouvait pas demander à des gens non plus de passer plusieurs journées en Zoom comme ça. Nous avons fait cet atelier qui n'a pas la même ambition, mais qui en tout cas nous semble quand même utile. Et merci à tous d'avoir participé. Alors, nous pourrions débattre encore pendant des heures, je pense, et je sais que certains en auraient le souhait. L'idée n'est pas du tout de vous brimer, mais on arrive à l'heure de fin de notre programme. Et voilà, et chacun a aussi sa vie. Certains n'ont pas encore mangé, d'autres voilà. Donc, on ne veut pas vous retenir. On veut vraiment vous remercier du fond du cœur pour le temps que vous nous avez accordé, pour la réflexion, l'ouverture d'esprit, l'écoute dont vous avez fait preuve. C'était très, très beau à voir. Et moi, en tout cas, dans mon groupe, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger et à voir cet échange se développer. Donc, voilà, le débat n'est pas encore fini. Retrouvez-nous sur la plateforme. Continuez à... Parlez-en autour de vous aussi. Hein. Bon, alors que beaucoup travaillent dans le nucléaire, donc je suis sûr qu'ils en parlent déjà beaucoup avec leurs proches, mais ça vaut pour tout le monde. Parlez-en de ce sujet. Parlez-en aussi de notre initiative. Qu'on puisse continuer ce débat et y inclure de plus en plus de monde. N'hésitez pas à nous faire des retours sur le format, que ce soit dans le chat ou par email. Et voilà, alors je ne sais pas si encore un tout dernier mot d'un des co-animateurs, peut-être Anne-Sophie ou Laurent, avant de clore la chose. Voilà. Moi, voilà, je veux simplement remercier les participants et tout spécialement ceux de mon groupe qui ont mis tous leurs efforts pour expliquer aux non-ingénieurs et donc avec beaucoup d'efforts de vulgarisation différentes thématiques si complexes. Et donc voilà, je les remercie. Et puis voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'on va pouvoir uploader sur la plateforme. Je vous remercie beaucoup d'avoir consacré du temps. Il fera beau demain. Et n'hésitez pas à poursuivre le débat sur la plateforme, comme il a déjà été dit. Un grand merci. Merci, au revoir à tous. Vous aurez un débrief vidéo. J'essaierai de faire en 5 minutes plus ou moins une synthèse de tous nos échanges et qui sera sur notre page Facebook. Il fera beau demain. Vous nous trouvez facilement. Voilà. N'hésitez pas à partager cette vidéo également. Oui. Oui, c'est Quentin. Je vais juste demander à ceux qui ne font pas attention au chat. On l'a noté là, donc on aimerait bien, nous, en tant que CPCP, avoir des retours sur le format. Voilà, donc si c'était long ou pas long, si vous avez l'impression que vous avez été brimé ou pas, si vous avez des suggestions pour nous améliorer, on est ouvert. Donc, soit par le chat ici, soit par mail après, mais c'est vraiment important, ça nous fait améliorer ces ateliers citoyens. Voilà, et aussi, même chose qu'Anne-Sophie, merci à mon groupe, ça s'est fermé en un coup, mais ça a été un groupe très, très respectueux et productif. Merci, au revoir à tous. Au revoir et félicitations et merci d'avoir dégagé ce temps en soirée. Vous pouvez se faire de tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. La question, par contre, c'est quand la suite. Au revoir. La question radioactive. Allez, à la prochaine. À la prochaine.